la Fabrique Opéra, ça marche parce que ça réunit 4 piliers qui sont aujourd'hui les fondamentaux de la Fabrique Opéra. Ça marche parce que ça implique des jeunes de lycée professionnels. Ça, j'en ai suffisamment parlé, mais c'est effectivement la matrice centrale de notre concept. Mais aussi, la Fabrique Opéra, ça marche parce que ça se joue dans des lieux qui sont des salles populaires, qui ne sont pas des salles qui sont dévolues à l'opéra. Vous savez, vous imaginez peut-être que l'opéra, même s'il est un facteur d'attractivité, il y a des programmes qui reposent sur le fait d'emmener des jeunes et des publics éloignés à l'opéra. Ça peut être aussi un repoussoir, parce que sociologiquement marqué, parce que difficile de franchir les portes de l'Opéra Garnier. Et donc, l'idée, c'était d'investir des lieux populaires. Et aujourd'hui, on est très fiers de se dire qu'entre un concert d'Angèle et un spectacle d'Elysée Moon, on a de l'opéra au summum. Le troisième pilier, c'est le modèle économique. Vous savez aussi peut-être que l'opéra en France est largement subventionné, jusqu'à 90-92%, ce qui veut dire que quand vous payez à peu près 100 € à Bastille et 70 € en France en moyenne pour aller voir un opéra, vous ne payez que 10 à 30% du coût réel de votre place. Le coût, j'ai envie de dire, le coût autre, il est supporté par la collectivité, donc par tous ceux qui payent des impôts. Donc, ça veut dire que l'ensemble de la population, enfin l'ensemble des contribuables, paye pour permettre aux 4% les plus aisés d'entre nous d'aller à l'opéra. Il y a quelque chose qui nous apparaissait inéquitable et qui, en tout cas, avec les problèmes que nous connaissons de plus en plus, va finir par changer. Et donc, il nous apparaissait important, nous, dans notre modèle économique, de valoriser au moins 65% de recettes propres sur l'ensemble de notre production. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Et puis, le dernier pilier, c'est un pilier artistique cette fois-ci. Il consiste à remplacer les sous-titres et sur-titres qui sont habituellement utilisés à l'opéra. Vous le savez, l'opéra, ce n'est pas toujours en français. D'ailleurs, même quand c'est en français, on ne comprend pas forcément tout. Et donc, la solution qu'ont proposé les maisons d'opéra jusqu'à présent, c'est de faire des sous-titres. Sauf que les sous-titres, quand on est éduqué aux sous-titres, ça fonctionne, mais finalement, ça peut aussi perturber l'attention du spectateur, alors qu'il y a 400 jeunes qui se sont cassés la tête pour proposer une mise en scène au spectateur. Voir le spectateur qui passe son temps à regarder les surtitres, ce n'est pas forcément super. Et puis, ça crée une forme de dissonance cognitive dans le cerveau, à tel point qu'on n'est plus disponible pour apprécier les émotions de l'histoire, puisqu'en même temps, on essaie de comprendre ce qu'il est en train de se passer, pourquoi la Reine de la Nuit, elle est énervée à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et du coup, on passe à côté de l'essentiel et de ce qu'on va retenir, c'est qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce qu'ils ont bien chanté, et qu'est-ce que la mise en scène était impressionnante. Et donc, pour ça, on a remplacé ça par une narration en français dans tous nos opéras, qui va permettre au public de comprendre un premier niveau d'histoire et de suivre ce qu'il se passe. Effectivement, on s'est rendu compte aussi via les études que 74% du public de l'opéra connaît déjà l'histoire par cœur quand il s'assoit à sa place. Ce qui veut dire qu'on se dit l'opéra, c'est vachement bien pour permettre au nouveau public de découvrir la musique classique parce qu'il y a un support de l'histoire. Quand le princesse se marie, c'est gai. Quand la princesse meurt, c'est triste. C'est tout bête, mais ça suffit à associer une émotion narrative à une émotion musicale. Si on n'y comprend rien, on passe à côté de toute la richesse de l'opéra. Et donc, il nous fallait trouver une solution pour que le public comprenne ce premier niveau d'histoire, notre public à nous, néophyte, qui n'y connaît rien, si je puis dire, à l'histoire de l'opéra, tout en permettant à l'ensemble des spectateurs d'être disponibles au moment où les émotions arrivent, au moment où les airs arrivent, au moment où le chant arrive. Voilà, ce sont les 4 piliers de la Fabrique Opéra, des lycées, un lieu populaire, une narration en français et un modèle économique qu'on reproduit partout. On a donc pris notre bâton de pèlerin et commencé, via des appels à projets, à identifier de nouveaux porteurs de projets en France qui veulent porter, qui partagent nos valeurs de la Fabrique Opéra et porter ce concept. Et désormais, en 2022, nous serons 7 territoires de la Fabrique Opéra. Il y en a à Grenoble, bien sûr, à Orléans, en Alsace, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-et-Marne, en 2022 pour la première fois dans l'Oise et en Dordogne. Et l'objectif, c'est de créer 1 à 3 nouveaux territoires de la Fabrique Opéra qui seront accompagnés par nous. Et j'en finirai par là, quand je dis nous, je veux dire la structure nationale de la Fabrique Opéra qui est distincte de celle
Grenoble, qui, elle, ne produit pas d'opéra. C'est d'ailleurs elle qui a été soutenue pendant 5 ans par la Fondation Pierre Bellon, qui a pour but d'identifier et de transmettre la méthodologie et le savoir-faire à chaque nouveau porteur de projet qui fait l'objet d'une association. Il y a donc 8 associations en France aujourd'hui et qui a pour objectif, en 2 années, de devenir totalement autonome dans sa production, ce qui nous permettra, j'espère, de continuer à essaimer ce concept et à faire en sorte que demain, on puisse casser ce plafond de verre des 4% des Français qui vont à l'opéra et on puisse changer aussi le regard que porte l'ensemble des Français sur la formation professionnelle.